Bonsoir. Le Cameroun compte désormais près de 300 partis politiques, quelques 328 si on veut être exact. Le 5 mai dernier, dans un communiqué presse, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a rendu public une liste de 11 nouveaux partis politiques ayant reçu son agrément. Ces formations politiques, selon le MINAT, vont contribuer à l'animation du débat politique contradictoire et constructif. Un fichier politique aussi riche que celui du Cameroun est-il signe de démocratie croissante ou signe de vitalité politique? La question se pose au regard des échéances politiques antérieures où les partis politiques de l'opposition n'ont pas beaucoup brillé par leur cohésion ou leur détermination à prendre le pouvoir. Lorsqu'on n'est pas en face des formations qui deviennent des satellites du mastodonte RDPC, on a une opposition qui, jusqu'aujourd'hui, peine à faire bloc et aller en ordre de bataille pour renverser le parti qui règne à ce jour depuis plus de 3 décennies. Devons-nous nous laisser séduire par le côté neuf et croire aux nouveaux venus de la scène politique camerounaise? Qu'auront-ils de nouveau à nous proposer? Ne sommes-nous pas là dans un cercle où l'on prend les mêmes et on recommence? Ces questions, je vais les poser à un nouvel élu dans la classe formation politique camerounaise. Au regard du classement fait dans le communiqué du ministre Paul Atangandji, on pourrait dire qu'il est premier à ce concours d'entrée au champ politique camerounais. Connu pour sa forte personnalité et son franc-parler, le transfuge du SDF puis du MRC est désormais président national de l'Alliance patriotique du Cameroun. Le président national de l'APAR est notre invité ce soir. Célestin Djamène est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir, président. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV Télévision, de STV, pardon. Et c'est un plaisir que d'être là aujourd'hui dans cette très grande émission d'entretien avec. Une émission que j'apprécie personnellement. Une émission qui est très appréciée par tous les jeunes Camerounais et par ceux, effectivement, qui sont tapis dans la diaspora, à qui j'adresse un grand coucou parce que je crois qu'il faut savoir que parmi toutes ces diasporas, il y a des personnes extrêmement patriotes, généreuses, consciencieuses, qui ne se mêlent pas avec cette diaspora hyper négative et en tout cas anti-nationale. Et je leur fais un grand coucou parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui y sont et j'encourage tous les amis, tous les Camerounais de la diaspora de savoir une chose, c'est d'aimer le Cameroun. On a le droit de critiquer un gouvernement, c'est tout à fait légitime, tout à fait naturel, mais on n'a pas le droit de porter atteinte à l'image du Cameroun. Parce que le Cameroun transcende toutes nos petites obédiences politiques ou politiciennes. Il faut bien comprendre qu'au-delà de nos mots, au-delà de nos divergences, il y a au-dessus cette patrie, cette mère patrie qu'on appelle le Cameroun. Et que pour cela, on ne doit sous aucun prétexte porter atteinte ni au drapeau, ni à l'image du Cameroun, parce qu'elle nous surpasse. Le Cameroun n'appartient à aucun parti. Le Cameroun n'appartient à aucun président de la République. C'est notre patrimoine, je dirais même ancestral. Je dirais même c'est l'héritage divin, c'est un don de Dieu. Rien que pour cela, le Cameroun est sacré, dont j'invite donc ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui, je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, de respecter les institutions. Ça, c'est le conducteur que nous nous sommes dotés pour vivre ensemble. Nous sommes là pour la construction d'une belle nation. D'autres ont commencé avant nous. On a le devoir de continuer. Mais ce n'est pas avec des invectives, avec des insultes qu'on va bâtir ce grand pays que nous aimons tant. C'est que nous ne retirons en rien notre droit à porter la critique. Mais pour autant qu'il y ait critique, souhaitons qu'elle soit constructive. Un appel de pied aux potentiels adhérents de la diaspora? Non, c'est pas un appel de pied, non, je l'ai toujours dit. Moi, je considère que, vraiment, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai un seul pays, j'ai un seul passeport, c'est le passeport Ndolé, comme on dit. Et donc, moi, j'y suis accroché. Je ne suis pas pour l'émiettement des idées parcellaires qui confineraient à la division ou à la séparation du Cameroun. Nous sommes réellement une république. Et en tant que république, je crois dur comme fer que nous sommes un et indivisibles. Notre diversité n'est pas un facteur de division. Je pense au contraire que nos diversités, on va dire, socio-linguistiques ou bien culturelles, est un facteur d'union et de rassemblement.
Ne dit-on pas que le Cameroun est une Afrique en miniature? C'est la réalité. Donc ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. Nous concentrons toutes les divergences africaines dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur beaucoup d'autres plans. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien se dire que le Cameroun a une chance. Être Camerounais, c'est une chance. Restons unis, et je crois que c'est comme ça que nous allons reconquérir notre place, pas seulement en Afrique sous-régionale, mais en Afrique tout court, et même pourquoi pas dans le monde. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'en même temps qu'on exerce notre liberté de penser, nos libertés de parler, nos libertés d'avoir des opinions, c'est-à-dire que de porter la critique à qui que ce soit, gardons en mémoire, gardons en esprit que nous avons un pays qui est notre toit, c'est notre couverture. Et nous devons tous aller de manière concordante pour préserver l'image de ce pays-là. C'est très important. Alors, Célestin N'Djamène, depuis le 5 mai, est le président national officiellement de l'APAR. Qu'est-ce que vous êtes dit? Ouf, oui, c'est officiel. Enfin? Non, c'est pas ouf enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord une question technique. Quand on a le désir de créer un parti politique, bien entendu, on doit remplir des conditions. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de documents qu'on vous demande, entre autres le projet de société. Parce que n'oubliez pas que quand vous allez au MINAT, donc au ministère de tutelle, déposer votre dossier, on vous demande le programme politique. Et ensuite, il y a d'autres documents qu'on vous demande. L'extrait de casier judiciaire, vos documents officiels, le bureau provisoire, et le procès verbal comment dirais-je, qui institue le parti, et puis bien d'autres choses. Tout cela, il faut remplir les conditions. Et puis, bien entendu, vous déposez votre dossier, et c'est le ministre qui décide. Bon, le ministre, évidemment, est un homme politique. S'il pense qu'effectivement, vous avez des velléités un peu, on va dire, anti-républicaines, puisque la Constitution prévoit l'intégration des partis qui respectent la Constitution camerounaise. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour agiter l'anti-républicanisme, on n'est pas là pour prôner l'insurrection, on n'est pas là pour introduire des données, par exemple, religieuses dans le monde politique. Donc il a toute une panoplie de critères qui peuvent lui donner le droit, n'est-ce pas, de rejeter la demande d'un parti politique, même si les documents sont fournis. Donc il y a des critères qui sont fondés sur l'acceptation de la République comme donnée essentielle dans une démocratie. Quand on veut bâtir une démocratie, on doit d'abord accepter d'être républicain. En tout cas, nous, chez APAR, nous le sommes, parce que nous pensons que les valeurs de tolérance, les valeurs d'acceptation de la différence sont des valeurs essentielles dans un pays. Vous comprenez, même dans une famille biologique, on a beau être issu du même ventre, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'on n'a pas l'obligation d'être d'accord sur tous les sujets, n'est-ce pas? Il faut accepter que les autres aient des pensées divergentes, que des pensées différentes, mais acceptons aussi que nous habitons une maison commune. Cette maison commune, à mon sens, c'est le Cameroun, que nous devons placer au-dessus de ces différences-là. Mais je suis convaincu en même temps, Oriane, que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une question technique. Les conditions ont été remplies et le ministre a donc décidé en conséquence de valider notre demande d'immatriculation de partis politiques. Vous êtes premier de la classe. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais en tout cas, c'est sur le communiqué. Sur le communiqué. Si on se fie au communiqué, vous êtes premier de la classe. Non, je ne pense pas que c'est dans l'ordre du mérite. C'est simplement que, évidemment, il fallait bien classer. Alors pourquoi avoir créé votre parti? Est-ce que selon vous, tout ceci ne concourt pas à maintenir au pouvoir le parti qui est déjà? Car plus vous êtes, on est diversé, on est éparse, moins on a de chances de faire bouger les lignes. Non, je ne crois pas, parce que, en vérité, je pense que ce débat, en réalité, est un peu biaisé. Parce que, bon, on nous dit qu'il y a 329 ou 330 partis politiques au Cameroun, mais vous-même, je suis convaincu que si je vous demandais de me citer plus de 10 partis, vous n'en serez pas capable. C'est bien la démonstration que c'est un faux débat. Parce qu'en vérité, les 324 partis n'existent que sur le papier. Vous avez des gens qui créent des partis pour s'amuser, entre guillemets, ou pour aller faire valoir leur demande d'asile politique dans d'autres pays, et puis dire, vous voyez, je suis même président d'un parti politique, j'ai été pourchassé, j'ai été menacé, j'ai été torturé. Voici les preuves, je suis président d'un parti politique.
Nous ne sommes pas dans ce registre-là. APA est né pour changer la donne politique dans ce pays. Je considère que depuis un certain temps, depuis au moins 3 décennies, certains partis politiques se considéraient comme un État dans l'État. Or, je considère que un parti politique, c'est d'abord un véhicule. C'est un véhicule arborant une batterie de propositions pour changer le pays. Le pays qui est là, qui vous regarde, qui vous attend, qui attend à ce qu'on le chérisse, qu'on l'améliore. Mais ils ne peuvent en aucun cas remplacer la nation, l'idée de nation, et encore moins le Cameroun. Donc je pense qu'il faut d'abord dire que la République et ses valeurs doivent être mises au pinacle, doivent être respectées, doivent être considérées comme la valeur suprême, comme le creuset autour duquel tous les partis politiques doivent s'arc-bouter pour agir. Or, ce n'est pas ce que j'ai ressenti quand j'ai traversé certaines formations, 2 formations politiques, pour ne pas les citer. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, CAPA ne vient pas pour se diluer dans la masse. Nous venons, à peine sommes-nous nés, que nous figurons déjà dans le top 5 des partis politiques, au vu de vos commentaires, au vu de l'actualité. APA n'est pas un parti inconnu. Et c'est ce qui est assez extraordinaire. Ce qu'on n'a même pas 1 mois d'existence. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que nous sommes là, pas simplement de nous contenter des plateaux de télé, on est là pour agir et pour démontrer la raison pour laquelle nous sommes nés. Nous sommes nés pour assainir, pour poser l'assainissement des mœurs politiques au Cameroun, mais aussi pour proposer des choses innovantes pour la politique du Cameroun, sur les langues nationales, sur le système judiciaire du Cameroun, qui est assez incroyablement étonnante, parce qu'en vérité, quels que soient les vestiges coloniaux, nous pensons qu'il faut uniformiser, harmoniser le système judiciaire du Cameroun. C'est pas normal. Sur le plan de la diaspora, nous pensons qu'il faut au moins un ministre de la diaspora. Comprenez? Parce qu'on a une diaspora assez ingénieuse, assez talentueuse et assez agissante. Je ne parle pas de l'autre diaspora. Je parle de la bonne, de la vraie diaspora. Et donc, il faut un représentant du gouvernement, et pas seulement. Il faut même un député qui représente la diaspora. Le Mali le fait, la Guinée le fait, Guinée-Conakry, et d'autres pays, le Sénégal aussi, me semble-t-il. Il n'y a pas de raison qu'un grand pays africain comme le Cameroun se passe de cet élément indispensable. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà quand même un député Louis-Henri Ngancha, je pense qu'il s'occupe un peu de la diaspora. Non, ça c'est des réseaux parlementaires. Donc, non, il n'est pas député de la diaspora, je suis désolé. Je n'ai pas dit député de la diaspora, il s'occupe quand même un peu déjà de ce volet-là. Est-ce qu'il faut balayer cela d'un revers de la main? Non, je ne balaye pas, c'est des réseaux parlementaires. Il faut situer les choses dans leur couloir, à leur place. L'ancien maire de Loum, l'honorable Ngancha, est un homme assez respectable, qui fait un travail qui est tout à fait appréciable, mais il n'est en aucun cas un député dédié pour la diaspora. Moi, je parle des canons étatiques. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ça passe par un vote au Parlement, c'est-à-dire qu'il va instaurer, n'est-ce pas, une loi désormais qui institue des députés, des candidats qui vont aller compétir pour représenter la diaspora. Ça n'existe pas pour l'instant au Cameroun, je le déplore, mais je continue ce combat parce que je suis persuadé qu'on a une diaspora qui est assez vive, qui est assez vivace, et puis nous mériterions de prendre ce train en marche parce que d'autres pays le font déjà. On doit continuer aussi dans cette lancée-là. Mais Célestin Djamène, pendant longtemps, on vous a quand même vu décrier le code électoral. Est-ce que pour vous, la priorité n'était pas, par exemple, de penser à changer ce code électoral-là au lieu de créer un autre parti? Non, c'est 2 choses différentes. On peut créer un parti et continuer ce combat. Et je continue d'ailleurs ce combat. Et je pense qu'on a plus de force avec une structure reconnue que quand on est dans l'anonymat. Je pense que nous sommes dans un pays avec des normes, un pays avec des normes républicaines. Les partis politiques, vous le savez, concourent à l'expression du suffrage. Donc on s'inscrit dans cette logique-là, parce que je suis évidemment opposé de manière radicale à toute intention de prendre le pouvoir par les armes. Nous pensons que s'il y a un mauvais code électoral, et je vous confirme que le code électoral n'est pas bon du tout,
Et il y a beaucoup de lois, d'articles liberticides, il va falloir revoir. Et donc, pour agir dans le sens de trouver un consensus pour établir, comment dirais-je, un code électoral réformé ou consensuel, il faut bien entendu être dans des canons appropriés. Un parti politique vous donne la possibilité d'être entendu avec les autres. On ne peut pas mener ce combat seul. Il y a longtemps, j'ai lancé ce combat-là. Je le continue aujourd'hui en tant que président national d'APAR, de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. Mais je ne souhaite pas être seul dans ce combat. Mais il ne faut pas que ceux qui arrivent, les mouches du coche, qui arrivent aujourd'hui, font croire qu'ils étaient là depuis si longtemps. Donc moi, je dis que c'est un combat qui mérite beaucoup de vigilance, beaucoup d'âpreté, n'est-ce pas, dans la lutte. Et je reste convaincu qu'aujourd'hui, j'ai plus de chances d'être entendu, d'être audible, que si j'étais en errance au quartier, etc. Il faut réclamer un code électoral consensuel. Mais je ne participerai pas au bal des hypocrites. Je pense qu'aujourd'hui, cette affaire est suffisamment importante pour que les hommes politiques ne s'amusent pas sous prétexte, n'est-ce pas, de défendre un code électoral consensuel, qui viennent sur les estrades pour redorer leur blason personnel. Non, je suis contre ça. Je pense que c'est une affaire qui est très sérieuse. Il faut s'y mettre de manière authentique, sincère. C'est mon cas depuis très longtemps. J'étais encore militant, simple militant. Aujourd'hui, je suis toujours militant, mais je suis président d'une structure politique. Et j'espère qu'avec d'autres partis politiques sérieux, nous allons faire un bon travail et qu'on finira par avoir un code électoral amélioré. Alors, l'objectif visé par un parti politique de l'opposition, c'est d'arracher le pouvoir. Alors, dans notre environnement, est-ce que vous pensez pouvoir vous démarquer ou alors vous allez arriver en outsider dans l'espoir peut-être de nouer des alliances prochaines? Peut-être, par exemple, avec le parti au pouvoir? Non. Attendez, nous sommes un parti d'opposition. Ça veut dire que nous avons une plateforme alternative. C'est quoi un parti politique, notamment d'opposition? Un parti politique a deux fonctions, vous l'avez rappelé en filigrane. Nous avons le devoir de chercher à conquérir le pouvoir, de l'exercer et éventuellement de le conserver. Ça suppose donc que vous avez, vis-à-vis du peuple, vous êtes une courroie de transmission ou un intermédiaire entre le peuple et le gouvernement. Vous faites des propositions alternatives. Vous n'êtes un parti d'opposition que si vous avez une proposition alternative. Parce que l'alternance, c'est bien beau de la chanter. Encore faut-il avoir des plateformes alternatives qui puissent concurrencer celles du pouvoir. Faire des propositions distinctes et sérieuses. Deuxièmement, il y a une fonction de direction dans les partis politiques. Ça veut dire qu'on est aussi là pour forger l'opinion. On est là, pour essayer de convaincre à nos concitoyens que nous avons le meilleur programme possible et qu'il faut absolument qu'ils nous fassent confiance. On est là pour aussi transmettre notre force, on va dire, de conviction à ceux qui seront ou qui sont déjà nos électeurs. Bon, on ne jure de rien, mais ce combat, cette quête doit être permanente. Ça veut dire que nous, s'il était apparu que APAR était un parti membre de la majorité présidentielle, on l'aurait dit. On aurait signé une plateforme comme l'a fait le FSNC, comme l'a fait l'UNDP, comme l'a fait peut-être le MDR, je n'en sais rien. Et ce n'est pas le cas parce que nous sommes un parti de l'opposition ayant une plateforme alternative. Nous avons des propositions à faire au peuple camerounais et c'est la raison que nous pensons que nous avons 4 ans pour convaincre les Camerounais, de sorte qu'en 2025, lors des prochaines échéances électorales, les Camerounais massivement pourront nous placer au meilleur rang possible. Pourquoi pas assurer l'alternance. Mais je vous garantis que pour ce qui me concerne, avec mes camarades, nous avons l'ambition d'être au pire le deuxième parti politique au Cameroun à l'aune de 2025. Alors, lorsque vous le dites, j'ai envie de savoir, APAR n'a pas véritablement, vous avez 1 mois d'existence, vous n'avez pas véritablement de fait d'armes. Qu'est-ce qui va me convaincre, moi, par exemple, demain, en 2025, de vous voter?
Mais on n'a pas de fait d'armes pour l'instant parce qu'on est à un mois seulement, moins d'un mois. Laissez-nous quand même le délai convenable et raisonnable pour vous montrer nos faits d'armes. En tout cas, nous, on n'est pas dans la dérobade. Nous pensons qu'on doit être jugé. Le vrai maçon se juge au pied du mur. Et nous pensons qu'on a ce devoir-là, c'est-à-dire que de dire ce que nous faisons et de faire ce que nous disons. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied les bases, les structures de base de notre parti. À peine 2 semaines après sa naissance, on y arrive petit à petit. Nous avons un plan d'implantation nationale. Nous allons d'abord implanter les structures régionales, dont les présidents régionaux, ensuite les départementaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, avec votre permission, je vous demande d'être un peu patiente, parce que 2 semaines, c'est un peu court pour demander, n'est-ce pas, un bilan, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, je crois que les Camerounais massivement déjà adhèrent à l'option prise par APA. Nous avons créé récemment un groupe, un forum fait WhatsApp, n'est-ce pas, qui a déjà 200 forumistes, si j'ose dire. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Imaginez, d'ici 2 mois, 6 mois, il nous faudrait plusieurs forums pour essayer, effectivement, n'est-ce pas, d'ici 2024, c'est sûr que 2025, c'est dans la poche. Ah ben, on ne joue de rien, mais en tout cas, nous sommes sur le terrain. Et je crois que le rôle d'un homme politique, c'est moins de bavarder et c'est plus d'agir. Nous agissons, ce n'est que par le travail élaboré sur le terrain, ce n'est que par le souci de convaincre, de faire de la sensibilisation, d'expliquer notre programme aux Camerounais que nous pourrons, comment dirais-je, intégrer le maximum d'adhésion possible, comprenez. Donc pour l'instant, on ne se gargarise pas, malgré tous les feux qui sont ouverts pour nous. D'abord les médias, vous êtes la preuve que APA, c'est du sérieux, et nous essaierons d'être à la hauteur de la confiance que les Camerounais mettent déjà en nous. Alors, APA, c'est un parti politique de l'opposition, donc une force de proposition. Oui. Est-ce que si demain, APA fait des propositions qui conviennent au parti au pouvoir et que ce dernier vous tend la main, vous allez la rejeter? Non, écoutez, nous sommes un parti d'opposition. Nous ne sommes pas un parti de la majorité présidentielle, de choses différentes. Nous sommes là pour les remplacer. Ça veut dire que dans un débat légitime, républicain, nous irons à la compétition électorale et nous soumettrons notre programme devant le peuple camerounais souverain, qui est un peuple arbitre dans une période électorale et qui choisira le meilleur programme. Maintenant, il faut bien savoir que tout parti politique a aussi le choix, ce n'est pas notre cas, le choix d'intégrer, comment dirais-je, la politique gouvernementale qui est dirigée par un Premier ministre, certes, mais qui a pour chef de l'exécutif le président de la République. Quand on est nommé ministre ou quoi que ce soit, nous avons, pour ceux qui l'acceptent, l'obligation de respecter l'obligation de solidarité gouvernementale. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Je dis que APA a des propositions alternatives. Nous avons une plateforme. Ce n'est pas pour la proposer au gouvernement. Nous la proposons au peuple. Parce que c'est eux qui vont décider de choisir entre notre programme politique et le leur, comprenez. Et ils ont le droit de vouloir se maintenir au pouvoir parce que la politique n'exclut pas la ruse. Moi, je comprends très bien que le RDPC et ses représentants au gouvernement puissent tout faire pour rester au pouvoir. C'est de bonne guerre. Il ne faut pas leur en vouloir pour ça. À nous maintenant, nous, partis d'opposition, en tout cas chez APA, de trouver la meilleure stratégie possible, non seulement pour conquérir le cœur des Camerounais, mais aussi pour imposer le respect du principe d'alternance. Et de se dire que le moment venu, toute la charge, toute la responsabilité revient au peuple camerounais, au peuple des électeurs, qui va, en connaissance de cause, trancher entre les différentes propositions. Alors, vous avez dit lors de votre conférence de presse pour présenter votre parti, vous prônez le respect des institutions et vous n'excluez pas une probable alliance dans le futur. Ce sera alliance donc avec qui? Non. Juste les partis de l'opposition? Les partis de l'opposition qui sont dans la même mouvance, on va dire, idéologique qu'APA, on ne peut pas s'allier avec des adversaires. On va s'allier avec des amis politiques. Donc, si par exemple, sur 10 points de notre programme, nous sommes en accord sur 7
avec certains amis politiques de l'opposition, il n'est pas exclu qu'il y ait une alliance. C'est ça la coalition politique, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme commune de gouvernement, ou le cas échéant, et dans ce cas-là, si nous sommes d'accord sur la plateforme politique, on mènera campagne ensemble. Ça s'appelle une coalition, comprenez? Donc nous sommes ouverts à tous les partis d'opposition qui partagent avec nous l'idéal républicain, l'idéal patriotique, parce que, je continue à le dire, ces deux mots ne sont pas anodins. Quand on dit alliance patriotique et républicaine du Cameroun, vous avez deux mots qui reviennent, patrie et république. C'est les deux leviers qui doivent soutenir toute action politique. Parce qu'encore une fois, il faut aimer le Cameroun. Pour faire des grandes choses pour le Cameroun, il faut aimer le Cameroun. Nous ne sommes pas dans des insultes et des invectives de bas étage. Nous pensons que le Cameroun mérite mieux. Et puis, en faisant, entre autres, de la pédagogie, en expliquant notre programme société, je suis convaincu que nos jeunes frères, nos jeunes enfants nous écoutent. Nous avons donc un devoir de leur dire que la politique, c'est quelque chose de plus grand, de plus noble, et qu'ils ont envie, n'est-ce pas, non pas d'imposer la force, mais d'imposer, n'est-ce pas, comment dirais-je, leurs idées. C'est ça la politique. La politique, c'est aussi l'expression de la plus haute charité. On est là pour servir parce qu'on croit à une idée. C'est d'abord une vocation. Avant d'être un métier, parce que c'en est un, parce que l'amateurisme n'est pas possible en politique, c'est pour ça que beaucoup échouent, je considère d'abord qu'à la base, la politique est une vocation. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut que les gens soient passionnés, qu'ils aiment le Cameroun, qu'ils aiment notre mère patrie qui est le Cameroun, qui est notre Eldorado, qui est notre terre promise. On peut l'étendre à l'Afrique tout entière parce que je suis également panafricaniste. Je crois que le Cameroun c'est notre pays, mais l'Afrique c'est notre avenir ensemble. Commençons déjà par nous aimer entre Camerounais, par aimer le Cameroun, et ensuite demain on pourra relever le défi de l'unité africaine. Mais aujourd'hui, je pense que tout doit tourner autour de ces deux valeurs qui me semblent essentielles. Alors, lorsque vous dites que vous serez ouvert à d'autres partis, c'est-à-dire si vous partagez en quelque sorte les mêmes valeurs, vous êtes ouvert à ces partis-là. Est-ce qu'on ne revient pas à ce qu'on a déjà longtemps vu? Pourquoi avoir créé ce parti alors que peut-être qu'il y a d'autres formations existantes qui partagent peut-être les mêmes valeurs que vous? Oui. Là, on n'est pas en train de... Non, les formations existantes, comme vous dites, ont échoué. Je ne confonds pas la vieille opposition et l'opposition nouvelle que j'incarne aujourd'hui. Comprenez? Si tout marchait bien, je serais resté dans ces partis, comme vous dites. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut se renouveler, qu'il faut s'adapter à l'évolution du monde, qu'il faut s'adapter aux réalités camerounaises, qu'il faut changer de stratégie. C'est parce que ça n'a pas marché, ça a foiré. Je veux dire qu'aujourd'hui, le constat est clair. Depuis 31 ans qu'ils sont dans l'opposition, ils n'ont même pas eu le toupet, comment dirais-je, l'élégance d'écrire un livre blanc. Ils n'ont pas eu l'élégance de faire un aggiornamento, de se remettre en cause. Or, vous savez parfaitement comme moi, même sur le plan individuel, une personne physique, pour avancer, il faut se remettre en cause. Il faut, à un moment donné, s'asseoir et se dire, tout ce chemin parcouru, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Et trouver les raisons de cet échec pour pouvoir avancer en mieux. Ça n'a pas été fait. Je ne pouvais pas donc rester avec les losers, les gens qui ne comprennent pas la nécessité de se remettre en cause, de faire son introspection, de faire son aggiornamento. Je ne pouvais pas. Donc, à part vient pour répondre à un besoin. Il se trouve que ce besoin correspond à nos convictions. Nous pensons que le Cameroun doit se renouveler, dont nous venons pour tracer une nouvelle frontière, un New Deal, comme on dirait dans ce langage américain. Et donc, si APA venait pour se diluer dans la masse, évidemment, il n'aurait pas été intéressant que nous créions un nouveau parti. Comprenez? Donc c'est parce que APA a entendu les cris du peuple, le besoin du peuple, qui s'éloignait de plus en plus du monde politique, qui devenait pour eux comme une espèce de cirque, de bal d'hypocrites. Donc nous venons en politique pour remettre les choses en place, pour offrir une nouvelle donne dans l'espace politique, et nous allons y parvenir, parce que je pense que les Camerounais attendent cela,
Et APAR est là pour apporter des débuts de solutions. APAR est un parti à part. Entièrement à part. D'accord. Alors, quand vous le dites, est-ce qu'on doit donc comprendre, ou alors nous devons comprendre que vous avez fait une remise en question et que demain, on ne va pas voir un Célestin Djamène qui abandonne cet autre navire? Ça m'étonnerait beaucoup. Je sais qu'il y a des mauvaises langues dans une plaisanterie un peu mal placée, prétendent que j'ai abandonné d'autres partis et donc que j'abandonnerai qu'est-ce qui nous garantit mon parti. Mais qu'est-ce qui vous garantit? Mais qu'est-ce qui vous garantit que, effectivement, quand votre enfant s'inscrit en terminale, qu'il passera le bac, qu'il réussira le bac? Faites-lui confiance, n'est-ce pas? Et puis voyez son travail. Ça ne veut rien dire. Vous avez un challenge. Donc commencez déjà par juger, n'est-ce pas, le maçon au pied du mur. Et puis, vous comprenez, même à l'école, le professeur va vous juger non pas sur vos déclarations, mais sur vos documents, sur vos épreuves, n'est-ce pas? Et donc c'est pareil pour un homme politique et pour un parti politique. Nous sommes là pour agir. On fait, évidemment, on annonce ce qu'on va dire, et on dit, et on fait ce qu'on a dit. Et les appréciations viendront après, pour attester du sérieux ou pas. Ce qui est sûr, c'est que après 30 ans d'opposition, la vieille opposition a échoué. Ce n'est pas subjectif ce que je dis, c'est un constat, c'est vérifiable. Donc APAR ne pouvait plus, nous ne pouvions plus accepter cela longtemps. C'est la raison pour laquelle mes amis et moi ont décidé, n'est-ce pas, de mettre en place ce mouvement politique qui est une dynamique, c'est une alliance dont on tend les bras à tous ceux qui ont été déçus de la vieille politique de l'opposition, à tous ceux qui en ont marre de suivre des vendeurs d'illusions, à tous ceux qui ont marre de suivre des brasseurs de vent. Aujourd'hui, vous avez en face de vous un président déterminé à rehausser pas seulement l'image de l'opposition, à rehausser la morale politique, parce que je considère qu'il y a un déficit criard d'intégrité politique. Et si, justement, on constate cette grande désaffection de la politique vis-à-vis de nos citoyens, c'est bien parce que les hommes et les femmes politiques donnent une image assez peu désirable de la politique, dont j'ai envie de restaurer, j'ai envie de rétablir, de réhabiliter tout cela. Et ça passe par l'affirmation des principes et des valeurs républicaines. Célestin Djamène n'a pas été écouté dans le SDF, il n'a pas été écouté dans le MRC. Est-ce que APAR pourra se faire entendre? Bien entendu, c'est notre conviction. On n'a pas été écouté dans ces deux partis parce que c'est des apparatchiks qui pensaient d'abord à leur propre petite personne, à leur propre ego personnel. Mais le plus important, c'est que nous soyons écoutés par les Camerounais. C'est le plus important. Et nous sommes déjà en train d'être écoutés par les Camerounais. Je vous dis, on a à peine 2 semaines d'existence, et déjà tout le monde en parle. Donc c'est un motif de réjouissance. Mais il ne faut pas se limiter à des émotions. Je pense qu'il faudra travailler, je pense qu'il faudra convaincre, je pense qu'il faudra exposer notre programme politique qui repose sur 20 piliers à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises, leur dit qu'il y a des points qui nous tiennent à cœur. Prenez par exemple sur l'industrialisation stratégique. Je considère que l'État fait souvent des erreurs en confiant des secteurs d'énergie, des secteurs clés de notre économie à des étrangers qui en font très mauvais usage. Je pense par exemple à l'énergie, je pense par exemple au transport, à Camra, etc. Je pense qu'il y a des filières stratégiques que l'État, pour rien au monde, ne peut confier à des étrangers, fût-elles des sociétés importantes et sérieuses. Je pense que nous avons pour obligation de démontrer notre talent, notre amour, notre jalousie de la patrie à travers certains secteurs clés, n'est-ce pas, de l'économie notamment. Nous proposons en cela, par exemple, que certaines filières comme la pétrochimie, comme les hydrocarbures, comme les transports, comme l'énergie, comme l'exploration des mines, et je me réjouis par ailleurs que le président de la République ait mis en place la Sonamine. La Sonamine, qui est la Société nationale des mines du Cameroun, qui aura pour mission non pas seulement d'explorer, mais ensuite de commercialiser et de transformer nos produits bruts, nos matières premières. C'est une grande première en Afrique, et je me réjouis que cette brèche ait été ouverte. Donc, nous sommes dans le patriotisme économique et dans bien d'autres domaines. Et c'est ça que propose APAR. Et bien sûr, ceux qui vont vouloir se procurer de nos statuts verront bien que nos propositions sont claires et elles reposent sur 20 piliers essentiels.
Au début, je veux dire, les autres partis politiques, ils ont toujours des programmes très alléchants. Est-ce que... non, le programme alléchant, la preuve qu'il n'était pas alléchant. Il n'était pas alléchant. Et puis même s'il l'était, ils n'ont pas agi en harmonie avec leur programme politique, avec leur idéologie. Je vous dis que nous ne sommes pas dans la dérobade. On va aller au front, on va juger à ce que nous ferions, donc sur nos actes. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la différence, elle n'est pas seulement en termes de programme, elle est aussi en termes de manière de faire, de processus. Donc, à part s'engage à accepter le combat politique, tant qu'il est démocratique, à part s'engage à être à l'écoute de tous les Camerounais. Alors, puisque vous parlez des Camerounais, après la légalisation de ces 11 nouveaux partis, nous avons tendu le micro à l'homme de la rue. Selon quelques-uns, il n'y a pas de réel changement depuis le multipartisme. Les nouveaux partis politiques cherchent juste une place au soleil. Pas de choc d'idées, c'est plutôt diviser pour mieux régner. Voilà entre autres réactions. Oui, moi je suis un chrétien convaincu, je suis un croyant et je pense que la Bible, si je me trompe, dit souvent que le peuple périt faute de connaissances. Ils ne connaissent pas encore notre programme, c'est normal, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est tôt, mais ils auront le temps de prendre connaissance du programme d'APAR, ils apprécieront la spécificité, ils apprécieront la différence, avec notamment la politique d'autres partis politiques et même de celui au pouvoir. Donc ce qui est important, c'est que le temps qui nous sépare d'ici à quelques mois ou quelques années vous fera la démonstration que l'APAR n'est pas venu pour faire de la figuration. Nous sommes venus pour apporter du nouveau, pour apporter un plus dans le monde politique. Vous voyez bien qu'il y a plus de 325 partis politiques, mais vous n'en connaissez pas plus de 10, parce que vous êtes très très avisés, mais ceux qui sont des Camerounais lambda, ils ne peuvent pas vous en citer plus de 5. Parce qu'en vérité, les partis qui sont visibles ou qui participent au suffrage ne sont pas plus de 5. Disons 6 si on est très généreux. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, il y a des partis de rigolos, il y a des partis sérieux. Je pense qu'à part se situe aujourd'hui dans la norme, la catégorie des partis extrêmement sérieux, et on va le démontrer. On essaie, pour l'instant, c'est pas qu'on essaye, nous sommes sur le terrain pour mettre en place nos structures de base qui vont faire en sorte que le parti sera représenté naturellement dans les 10 régions du Cameroun. Et le maçon sera jugé au biais du mur. Absolument. Alors, Célestin Djamène a-t-il un problème d'autorité au sein des partis politiques? C'est-à-dire d'autorité? Avant APAR, là je parle du Célestin Djamène avant qu'il ne devienne président national de APAR. Est-ce qu'il avait un problème d'autorité? Est-ce qu'il avait un problème d'expression de sa voix dans les anciennes formations politiques? Je ne sais pas, je suis un militant à la fois discipliné et libre, dans le sens que quand vous adhérez dans un parti politique, c'est pas, vous n'adhérez pas dans une église, ce n'est pas une secte. En tout cas, à ma connaissance. Donc, ça veut donc dire que vous avez la liberté d'exprimer, n'est-ce pas, votre opinion, votre courant de pensée. C'est ce que j'ai toujours fait, tout en prenant le soin de ne pas, comment dirais-je, piétiner la vie ou les statuts du parti. Alors, quand il s'est avéré que ma voix était devenue inaudible, j'ai pris mes distances, je suis parti. Je l'ai fait 2 fois, pas plus. D'autres en ont fait plus. On voit que c'est Célestin-Djamène. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que je sois devant vous aujourd'hui et que j'essaie de présenter aux Camerounais mon programme. Ensuite, n'oubliez pas qu'un parti politique, ce n'est pas un bloc monolithique. Ça évolue. Il y a un grand sage chinois qui disait il n'y a pas plus immuable que le changement. Donc le changement à travers toutes les sociétés d'hommes a toujours été la règle. Il faut s'adapter en permanence. Il faut surtout être à l'écoute des gens. Duquel vous sollicitez les suffrages. Par exemple, vous voulez gouverner, mais vous devez écouter les gens. Si vous souhaitez gouverner, mais vous jouez un petit peu au Napoléon ou, je sais pas moi, au Chevalier Blanc, sans prêter une oreille attentive à ceux qui veulent être convaincus, vous faites fausse route. Alors vous avez des amateurs qui arrivent en politique, qui se prennent
pour des papes de je ne sais quoi. Et puis, ils ne savent pas qu'il faut apprendre. Moi, ça fait 26 ans que j'apprends. Et j'apprends toujours en politique. On le fait pourquoi? Parce que les Camerounais ont des exigences. Ils ont envie de comprendre pour voter. Ils ont envie d'apprendre à lire un programme politique. Mais pour lire un programme politique, il faut les former. Il faut les éduquer. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'organigramme de mon parti, il y a le département éducation et formation politique qui sera agissant. Dans d'autres existent peut-être aussi, mais n'était pas agissant. Notre secteur de la formation et de l'éducation politique sera un domaine très important, clé. Et nous allons en cela ressembler un peu à l'ancien UPC, l'UPC originel, qui mettait un accent particulier sur la formation des jeunes et des moins jeunes. Parce que pour déjà représenter votre parti politique, il faut bien sûr comprendre la cause qu'il défend. Il faut bien sûr comprendre la finalité, l'idéologie. Vous ne pourriez pas jouer aux ambassadeurs de votre parti si vous ne connaissez ni les statuts, ni les règlements intérieurs, ni le projet de société. Vous comprenez donc pourquoi le projet de société est important. Et c'est parce que les partis politiques de l'ancienne opposition n'ont pas compris cela qu'elles se sont cassées la gueule. Donc, APA vient avec l'expérience, en tout cas la mienne, que je mets au service de ma mouvance politique, pour dire aux Camerounais, éduquez-vous, formez-vous, venez au siège, on va vous dérouler un programme de formation politique, de base déjà, et ensuite pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, eh bien, on sera avec eux pour les accompagner. Mais on ne peut pas être adhérent d'APA avec rien dans la tête. Nous voulons des militants engagés, mais pas seulement engagés, des militants éclairés. Et pour être éclairé, il faut naturellement mettre en place ce programme qui me semble essentiel, porté sur l'éducation et la formation politique. Je ne saurais pas passer à un autre thème sans poser cette question. Que répondez-vous à ceux qui estiment que depuis peu, on parle d'un probable passage de témoin du père au fils et les nouveaux partis, pas juste à part, hein, les nouveaux partis qui viennent de commencer sur la scène politique, il peut avoir une prochaine adhésion peut-être à la formation qui veut propulser le fils. D'abord, je ne veux pas utiliser vos expressions nouveaux partis et opposition nouvelle. Nous sommes l'opposition nouvelle, ce qui n'a rien à voir avec nouveau parti. Un nouveau parti, c'est un parti de plus. Nous sommes la nouvelle opposition, avec une nouvelle plateforme, politique, une proposition alternative et innovante et différente de ce qui existait jusqu'à présent, aussi bien dans les partis d'opposition que les partis au pouvoir. Maintenant, je crois que pour ce qui concerne aujourd'hui le fils et le père, il me semble que, pour pas le citer, M. Franck Biya, c'est un Camerounais qui, me semble-t-il, jusqu'à présent, jouit de ses droits civiques et politiques. En ce sens, s'il manifeste le désir de se porter candidat à la présidence de la République, il en a parfaitement le droit. Maintenant, il faut s'inquiéter de la transparence de l'élection. C'est le plus important. Si M. Franck Biya a le désir d'être un candidat parmi d'autres, il le sera si les conditions sont remplies, bien entendu. Maintenant, il reviendra aux Camerounais, sur la base du projet qu'il présentera à ses compatriotes, de le rejeter ou de l'accepter comme vainqueur ou comme personne qui s'estime être la plus capée ou la plus compétente pour diriger le destin futur du Cameroun. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas que le fait d'être le fils du père lui donne moins de droits que les Camerounais ordinaires. Il a les mêmes droits que nous tous. Et à ce titre-là, je ne pense pas que, sa filiation soit un handicap, a priori, non. Nous sommes dans une république. Aucune république ne tolère ce type de discrimination. Il n'y a pas de discrimination ni filiale, ni confessionnelle, ni philosophique, ni idéologique. Tout Camerounais qui le souhaite et qui remplit les conditions doit pouvoir être en mesure de participer à la vie de la nation, y compris sur le plan politique. Monsieur Franck-Emmanuel Biya a parfaitement le droit, s'il le juge nécessaire, de se porter candidat, à condition, bien sûr, comme tous les restes, qui remplissent les conditions. Le débat s'arrête là. Parce que nous ne sommes pas dans une monarchie.
Nous sommes dans une république. Regardez par exemple aux États-Unis, il y a eu 2 Bush. Je ne pense pas que le Bush père avait intimé l'ordre aux Américains de porter au pouvoir son fils. Son fils a battu campagne. Le Parti républicain l'a investi, il a fait campagne et il a gagné. Même s'il y a eu quelques contestations, ce qui est tout à fait récurrent et tout à fait normal d'ailleurs. Mais je veux dire que le fait qu'il soit le fils du père ne peut pas l'obliger, ne peut pas restreindre ses droits. Ce n'est pas possible. Donc je pense que ce qui était vrai pour les États-Unis, dans cet angle de vue-là, l'est également pour le Cameroun. Est-ce que Célestin N'Djamène n'a pas un peu changé, je veux dire, il met déjà un peu d'eau dans son vin? Mais sur quoi vous basez-vous pour dire cela? Les discours, est-ce que là on ne peut pas dire qu'il commence un peu à changer, à être un peu non, plus doux? Soyez plus précise. Non, je crois que j'ai toujours été républicain, vous comprenez. Maintenant, peut-être que mon style était peut-être un peu plus fougueux. Ça, c'est la forme. Je crois que le fond reste le même. Ça veut simplement dire que moi, je crois en la puissance de la République. Parce que, voyez-vous, les institutions ne sont pas l'apanage d'une formation politique, encore moins d'un homme. Je pense qu'un homme peut incarner les institutions, en l'occurrence le président de la République. Et puis, ce qui est sûr, c'est que notre héritage commun, c'est le Cameroun. Donc ce n'est pas être plus agneau ou plus loup, non. C'est simplement que nous avons fait le choix de marteler, de redire aux Camerounais que, attention, cette dérive que moi j'ai constatée dans les partis politiques ne peut plus continuer, à savoir présenter son parti politique comme un État dans l'État. Ça, c'est inacceptable en politique. Comprenez? Quand vous vous engagez à créer un parti politique, vous acceptez le principe républicain du respect des institutions. Et je crois que dans tous les domaines au sein de la nation, l'autorité de l'État doit s'affirmer. Bien sûr, l'autorité de l'État ne va pas en dissonance avec les libertés fondamentales. Attention, ce n'est pas la même chose. Donc je considère que, en même temps que nous défendons mordicus les libertés fondamentales, acquises de haute lutte, on ne peut pas minorer le rôle de l'État. Je ne souhaite pas, je ne plaide pas pour un État gendarme, non plus. Mais je dis simplement que l'État doit, en tout domaine, affirmer son autorité. Parce que c'est le gardien du temple républicain. Hein? C'est l'intérêt général. Ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est l'intérêt général. Et en ce sens-là, l'État a un devoir régalien de mettre l'ordre quand c'est nécessaire, tout en la conciliant avec nos libertés de citoyens. Comprenez? Donc, à part dit cette chose-là, le réaffirme, parce que c'est important. Ce n'est pas se noyer dans le système, on va dire, dans la majorité présidentielle. Non, c'est simplement de rappeler ce qui nous est essentiel. Ce qui nous est essentiel, c'est parfaire la construction de la nation. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un pays aussi cosmopolite, aussi compliqué que le Cameroun. Donc il faut être dans le rassemblement permanent. Dans le sens que, comme je l'ai dit en début d'émission, notre richesse culturelle ne peut pas être constituée pour nous, en tout cas, un facteur de division. Profitons-en pour dire, regardez comment nous sommes divergents, mais comment nous nous accrochons à notre unité, à ce qui nous est le plus essentiel, l'amour de la patrie. Le Cameroun, à l'image des lions indomptables, nous sommes les lions de la politique, et nous pensons qu'il faut mettre le vert jaune, au-dessus de tout. Alors, vous êtes un transfuge du SDF et puis du MRC. On se souvient que le boycott de la dernière élection, des dernières élections par votre ancien parti a été comme un élément déclencheur de votre départ de cette formation-là. Alors, Célestin N'Djamène, est-ce que ce n'est pas là davantage un choix plus égoïste que de conviction? Non, c'est un choix de conviction et un choix républicain. Parce que, vous savez, la participation aux élections pour un parti politique est une question d'envergure nationale. Je pense que, d'abord sur le plan juridique, je tiens à vous rappeler qu'il y a une loi en 90 qui était relative à la création des partis politiques. La loi numéro 90 je crois, 1800 quelque chose, qui était relative à la création des partis politiques.
Alors, dans cette loi, que dit l'article 1er? L'article 1er dit exactement ceci. Tout parti politique s'engage à concourir à l'expression du suffrage universel, du suffrage tout court. C'est même repris par la Constitution, article 4. Ça veut donc dire que si on applique cette loi, le boycott est interdit. Dans une démocratie, puisqu'on doit concourir. Parce que quand vous allez au MINAT, par exemple, ton ministère de tutelle, pour ceux qui ne le savent pas, on vous exige, entre autres documents, le projet de société. À quoi sert le projet de société? C'est pour le soumettre à l'appréciation du peuple au moment venu. Et c'est quoi le moment venu? C'est le temps des élections. Imaginez-vous, et ça je peux le comprendre, que le texte qui gouverne la dévolution du pouvoir soit mauvais, comme le code électoral. Ce qui est tout à fait admissible aussi. Et j'en suis convaincu, il n'est pas bon ce code. Il faut l'améliorer, c'est vrai. Mais la solution à cette crise, n'est-ce pas, juridique, dont cette crise politique, ce n'est pas le boycott. La solution, c'est précisément parce qu'il est mauvais, c'est d'envoyer des représentants au Parlement afin qu'ils puissent défendre votre aspiration. Vous voulez un meilleur code. Dans quel cercle, dans quel milieu seriez-vous plus audible? Est-ce au quartier, en boycottant? Ou alors dans les institutions? La réponse coule de source. Même si vous n'êtes qu'une minorité, 5 personnes au niveau du Parlement, mais 5 personnes peuvent s'exprimer, ils ont le temps de s'exprimer, et prendre à témoin tous les citoyens camerounais qui pourront épouser cette cause. Je rappelle qu'au passage, et je rends hommage en passant au SDF, qui à l'époque sont entrés au Parlement, ont bousculé l'histoire, et ça fait que on a retiré la gestion des élections au gouvernement. C'est le MINAT qui gérait à l'époque, les élections au Cameroun. C'était le gouvernement. Ce qui faisait d'eux des juges et des partis. N'est-ce pas? Et avec l'action du SDF, qui à l'époque avait des députés non seulement radicaux, consciencieux et patriotes, après ils ont été happés par les apanages de marché public, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était des vrais députés, consciencieux du mandat qui leur a été confié par le peuple. Et donc, à cette époque-là, ils ont bousculé avec force et courage, au point que cette mission qui était dévolue initialement au gouvernement a été confiée à un organe indépendant qui était ONEL. Et ensuite, ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant. On est passé de ONEL 1 à ONEL 2, et ensuite à l'ECAM 1 à l'ECAM 2. C'est une avancée. Peut-être qu'on n'avance pas au goût, à la vitesse que pourraient souhaiter certains, mais on avance. C'est dans l'institution. Si le SIF n'avait pas été au Parlement, aurions-nous eu au moins ONEL à l'époque, ONEL 2 ensuite, et ensuite l'ECAM? Je ne pense pas. Donc, il faut arrêter. D'ailleurs même, je tiens à vous rappeler qu'en 1999, le SDF rédige une grande résolution, j'y étais, où il regrette d'avoir boycotté. Le SDF, qui était aussi un parti extrêmement puissant, rappelez-vous, de l'histoire. Donc rendons hommage au SDF, et sur cette base-là, rappelons aux uns et aux autres que dans une nation, le pouvoir comme la liberté ne se donne pas. On doit aller à la bagarre politique. Ce n'est pas en jouant aux vierges effarouchées et en pleurnichant qu'on vous donnera le code électoral réformé. Non! Il faut aller dans le lieu adapté pour et défendre ses droits. Et aujourd'hui au Cameroun, sauf si je me trompe, le lieu le mieux adapté pour défendre un meilleur code électoral, c'est le Parlement. Le fait de dire que non, les préfets ont fermé leur bureau, le fait de dire que non, le préfet a prétexté que sa femme est malade, il est allé à l'enterrement. Non, ça ne suffit pas. Et il faut y aller. Même si on est minoritaire, on doit croire en ses rêves. Et en l'occurrence, ça ne doit même pas être un rêve, c'est un combat. Un combat que nous devons mener et qui doit aboutir. Je tiens à vous rappeler un exemple que beaucoup connaissent. M. Mitterrand, ancien président de la République française, quand il reprenait le Parti socialiste, qui à l'époque était la SFIO, il était à 1%. 1%. Et avec la conviction qu'il a eue, il a entraîné ses amis. Il est devenu, je crois, 11 ans plus tard, président de la République de la France, avec une majorité plus ou moins confortable. Donc c'est pour dire que ce combat-là, on doit le mériter, on doit l'arracher, cette liberté-là. Cette liberté d'avoir des institutions meilleures. On ne peut y arriver que si nous siégeons dans les institutions prévues pour. Le quartier n'est pas une institution, je regrette de le dire.
La preuve aujourd'hui, ceux qui ont boycotté le SDF à l'époque, quelle a été la suite? Ils l'ont regretté. Alors il faut être un peu stupide pour remettre les pieds dans la même boue que celle qu'a fait vos prédécesseurs. Donc aujourd'hui, moi je considère que, à part demeurera toujours un parti républicain, nous irons aux élections parce que nous croyons que le temps de la campagne électorale, c'est une tribune. Une tribune au cours de laquelle les gens doivent vous écouter, doivent vous connaître et comprendre votre programme politique. Si vous restez au quartier, les gens ne vous connaîtront jamais. Ils ne sauront jamais ce que vous proposez. Battre campagne, c'est expliquer, c'est faire de la pédagogie, c'est sensibiliser. Et c'est de présenter de manière la plus transparente possible votre programme politique et de les convaincre que le meilleur programme, c'est vous. C'est ce que nous faisons chaque jour à part. On n'a que 2 semaines et ça va continuer ainsi. Est-ce que selon vous, il y a comme une solidarité entre les partis politiques de l'opposition? Ben écoutez, je trouve qu'il faut être très vigilant sur ces termes-là parce que je considère pour ma part qu'il n'y a pas une opposition. Il y a des oppositions. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des partis dans l'opposition qui y sont, pas parce qu'ils sont dans la même mouvance idéologique que nous, mais parce qu'ils ne sont pas dans la majorité gouvernementale. Tout simplement. On appelle parti d'opposition un parti qui a un programme alternatif. Vous avez un programme politique qui dénote avec celui qui est appliqué actuellement par le pouvoir. C'est ça un parti d'opposition. Vous avez des propositions différentes. Vous avez des partis dans l'opposition, ils sont non pas opposants, mais ils sont absents du gouvernement. Le fait d'être absent de la majorité présidentielle ne fait pas de vous, ipso facto, un parti d'opposition. Vous avez des partis accompagnateurs dans l'opposition qui soutiennent le gouvernement, alors même qu'ils n'ont pas de représentants dans le gouvernement. On ne peut donc pas les taxer de partis d'opposition. Ils sont très nombreux. Ils font partie des 324 partis que vous citiez tout à l'heure. Maintenant, vous avez des partis qui ont accepté, à travers un programme politique commun avec le pouvoir en place, de signer une plateforme. C'est-à-dire qu'ils ont de manière ouverte, transparente et tout à fait courageuse signé une plateforme gouvernementale. C'est le cas du FSNC, avec M. Chiroma qui est au gouvernement. C'est le cas de l'UNDP avec M. ministre d'État Belobouba Magari qui est au gouvernement. Ça, c'est clair et net. Ils ne sont pas dans l'opposition, puisque, étant ministre, vous êtes tenu à ce qu'on appelle solidarité gouvernementale. Le président ne peut pas définir une politique et que vous ne l'exécutiez pas parce que vous êtes un parti anciennement de l'opposition. Non. Vous êtes son ministre. Donc vous avez l'obligation d'exécuter sa politique. Puisque le président décide, les ministres exécutent. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Ça ne fait pas les deux. Donc nous sommes pour un parti politique à part, avec un programme alternatif, un programme sérieux, qui est basé sur des éléments solides, dans les domaines que j'ai indiqués tout à l'heure, à savoir, pour les 5 plus importants, l'industrialisation, qui est la source de la prospérité d'une nation, comment dirais-je, le pacte républicain, la question de la diaspora, et bien entendu le chômage massif des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs. La question, je vous l'ai posée parce qu'on vous a vu très dur, vous avez des mots vraiment extrêmement durs envers votre ancienne maison au sujet de Survie Cameroun, de l'opération Survie Cameroun. Est-ce que, parce que vous faites partie désormais de ce que vous appelez la nouvelle opposition, il faut lancer des flèches Non, je ne lance pas les flèches. Il y a des questions d'envergure nationale. Il y a des questions qui ont, quelle que soit l'origine, qui ont un impact sur la société, un impact négatif. Quand vous êtes un parti politique, de quelque bord que vous soyez, vous devez ne pas être indifférent aux grandes questions. Ça peut être la moralité publique, ça peut être la corruption, ça peut être la bonne gouvernance. Même si le débat est soulevé par votre frère jumeau, vous devez vous positionner par rapport à ce débat-là, à cette question-là, sans pour autant tirer sur votre frère.
Maintenant, on fait des allusions parce que, vous savez, il y a des gens qui ont des fantasmes, qui vous ont mis dans leur cible et qui disent tout et n'importe quoi. Moi, je me pose sur la bonne gouvernance. Je pense que le monde politique a besoin d'éthique politique. Si nous luttons contre la corruption au niveau étatique, si nous dénonçons des détournements massifs de milliards qui ont été faits dans ce pays, et quand on regarde le nombre de prisonniers politiques, de prisonniers qui ont détourné les fonds publics, on est obligé de constater qu'il y a eu dans ce pays, et il y a encore dans ce pays, malheureusement, des problèmes de gouvernance, et en tout cas de corruption. À part, comme d'autres partis sérieux, doivent se prendre position là-dessus. Maintenant, les fonds privés ou d'origine privée, ou en tout cas les fonds issus de l'appel au public, deviennent une question publique. Et un homme public doit se prononcer publiquement. Je considère que si on est cohérent avec soi-même, on ne peut pas à la fois dénoncer les dérives, n'est-ce pas, de certains ministres, n'est-ce pas, qui détournent les fonds, et en même temps couvrir les dérives de certains membres, certains hommes politiques, parce qu'ils sont de l'opposition. Il faut dénoncer tout à la fois. Parce que nous sommes sur la question de principe. Est-ce que vous êtes pour la gouvernance, pour la bonne gouvernance? Si la réponse est oui, alors d'où qu'émane cette dérive, il faut le dénoncer. Mais vous n'avez pas l'obligation de citer un parti politique. On n'a pas l'obligation de citer les auteurs. On dit que c'est posé telle question. Êtes-vous pour ou contre? Ou êtes-vous indifférent tout simplement? Nous ne sommes ni indifférents et on n'est pas pour. Nous sommes contre toute action qui porte un impact négatif sur la société et plus précisément sur la société politique. Je vous assure que les gens sont dégoûtés de la politique à cause des actes posés par certains hommes politiques, aventuriers, qui brassent du vent et qui font dans la flagornerie, dans la forfanterie, qui font dans l'amateurisme politique. Et ça, il faut le dire. On n'a pas besoin de porter de la haine en soi. On dit que notre pays a besoin d'évoluer. Il faut ramener les Camerounais à aimer la politique. Il faut les inciter à, comment dirais-je, à désirer la politique. Et pour cela, il faut défendre la morale politique. Ne pas être capable de justifier l'origine des fonds ou de ne pas justifier, comment dirais-je, la destination d'un fonds public, fût-il non étatique, mais est une question suffisamment importante pour que chaque parti politique s'en mêle, en tout cas dise un mot. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que devraient faire tous les partis politiques. Comprenez? Je ne m'occupe pas de l'auteur du problème. Je m'occupe de la question soulevée par l'acte posé par son auteur. C'est ça qui m'intéresse. Si c'est des questions qui concernent la vie privée des hommes politiques, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas le débat politique. Combien de mes collègues ont des maîtresses? Combien de mes collègues fréquentent tel quartier? Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pas de la politique. Mais la question de gestion de fonds, de la probité politique, m'intéresse en tant qu'acteur public. Donc je dois dire un mot, et je représente une formation politique. La formation politique que je représente a pris publiquement position en disant que nous sommes pour l'assainissement des mœurs en politique. Il faut respecter les gens, respecter les contributeurs, et donc, faisant cela, vous contribuez à une bonne moralisation de la vie politique. Tout récemment, à travers une radio internationale, le parrain et caution morale de cette opération a relevé que le gap était un peu au-delà de ce qu'on... des 330 000 euros. Ça avoisinait les 8 millions d'euros. Une autre prédiction de votre part, je précise que vous aviez déjà prédit qu'il n'y avait rien de bon là. Non, mais écoutez, il faut peut-être interroger l'auteur de cette déclaration pour savoir sur quels critères il se base pour l'affirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, je crois qu'il y a un nouvel audit qui a été relancé, ouais. Ce qui démontre que les 3 premiers étaient tout à fait vides, étaient tout à fait, je dirais que, absolument inconvenants. Ça veut dire qu'on est là sur le 4e audit, et peut-être même un 5e. Ça frise la rigolade ou le ridicule. Ce qui est sûr, c'est que les Camerounais veulent faire confiance à leurs hommes politiques. Et pour faire confiance aux hommes politiques, il faut une certaine discipline, un certain respect de ceux qui vous soutiennent. C'est les Camerounais qui ont cotisé. Même si je n'ai pas cotisé 1 franc, c'est vrai, c'est pas une question d'avoir cotisé pour réagir. Vous réagissez
sur les questions morales. Que ça vienne du pouvoir, que ça vienne de l'opposition, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, quel est l'acte posé? Et comment, à travers ces actes-là, les Camerounais considèrent le monde politique? Comment est-ce qu'ils considèrent les hommes politiques? En définitive, c'est ça le fond. Comprenez? Si par exemple on touche un de vos confrères parce qu'il a fait valoir une opinion, ça s'appelle le délit d'opinion. Vous n'allez pas l'accepter. Même si vous ne le connaissez pas, de manière principielle, vous allez défendre la cause de votre consoeur ou de votre confrère. Parce que vous faites un métier et ce métier a besoin d'être respecté. On ne va pas étouffer les gens parce qu'ils exercent un métier. Moi, je dis de la même manière en transposant ce raisonnement en politique. Quand un homme politique, un acteur public comme moi, pose un acte, je dois être en mesure, sans m'impliquer dans la gestion interne de cet acte-là, dire que l'acte posé n'honore pas la politique. Et quand ça honore la politique, je dois aussi pouvoir le dire. Je dois dire que non, c'est un acte, un exemple à suivre. Copions l'exemple de tel parti quand c'est bien. Mais quand c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On dénonce, bien évidemment. Et c'est la question fondamentale, tout simplement. Alors que répondez-vous à ceux qui estiment que vous êtes aussi dur parce que la pilule, vous êtes un homme qui a eu du mal à avaler la pilule? Quelle pilule? Le départ de ce parti-là. Je ne prends pas de pilule, hein. C'est une figure de style, c'était Oui, pas la pilule en tant que telle. Écoutez, moi je crois que si vous parlez de parti politique, je crois que tout homme adhère dans un parti de manière individuelle et de manière libre. Comprenez? On y part aussi de manière individuelle et de manière libre. Personne ne vous oblige à demeurer ad vitam aeternam avec un parti politique ou avec un partenaire. Comprenez? Ça, c'est la liberté. Les raisons, bien sûr, autour desquelles il faut s'arc-bouter peut-être, c'est les raisons pour lesquelles cette personne a été amenée à quitter le navire. Je l'ai exprimé il y a un peu longtemps, il y a quelque temps déjà, et donc c'est suffisant. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Ce qui importe, c'est l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, est incarné par à part. Bon, le reste m'intéresse très peu. Je crois que chaque parti a sa cuisine interne, il se démerde, la page est tournée, et puis moi, je regarde devant. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment APA va se structurer sur le terrain, c'est comment APA va convaincre les Camerounais que 2025, c'est l'année d'APA. C'est-à-dire que nous pensons qu'aujourd'hui, la nouvelle opposition que j'incarne a des propositions sérieuses à faire pour changer la vie politique et pour offrir aux Camerounais, n'est-ce pas, une nouvelle vision de la société. Est-ce que Célestin Djamène boit du petit lait en ce moment lorsqu'il voit les deux dernières formations politiques là où il a milité avoir ces turbulences-là? Non, pourquoi voulez-vous? Je ne suis pas quelqu'un qui vit sur, comment dirais-je, sur les ossements. Je ne veux pas me gargariser des malheurs des autres, comprenez? Non, je crois que chacun assume ses actes, chacun assume son destin. Hein, les partis que vous citez, ils doivent assumer leur destin, comme APAR assume le destin lumineux qui l'attend. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les Camerounais continuent à avoir confiance dans la politique. Comprenez? Un parti peut chasser l'autre. Ce qui est sûr, c'est que les Camerounais ont besoin de comprendre que ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, qui n'a pas porté grand fruit, qu'est-ce qu'il en sera demain? Vous venez en tant que nouveau mouvement politique ou nouvelle opposition, qu'est-ce que vous proposez? Et donc, ce que je leur propose, c'est d'abord de croire en la politique, d'aimer leur pays, de savoir qu'il y a un programme politique sur l'économie, sur l'industrialisation du Cameroun, sur la réforme du système judiciaire, sur la réforme du système de santé. Sur par exemple la couverture maladie universelle, il n'est pas normal qu'aujourd'hui les Camerounais meurent encore parce qu'ils n'ont pas 20 000 francs pour s'acheter des ordonnances, pour payer leurs ordonnances. C'est pas logique. Quand on est Camerounais, qu'on soit salarié ou chômeur, on doit pouvoir être en mesure de se faire soigner gratuitement, ou en tout cas être pris en charge sur une partie de ses dépenses. Ce n'est pas le cas. Il faut le mettre dans la Constitution. La couverture maladie universelle doit être inscrite dans la Constitution camerounaise. C'est un droit, tant que tu es Camerounais, tu as droit aux soins médicaux. L'État a pour entre autres attributions, le devoir d'assurer la santé publique. C'est une question nationale. On ne peut pas laisser les Camerounais
mourir. Bon, on parle beaucoup de Covid en ce moment, mais il n'y a pas que le Covid. Il y a le paludisme, il y a la typhoïde qui fait des ravages, il y a le VIH, dont l'État a, en matière de santé publique, un pouvoir régalien. Et là, on doit prendre des mesures fondamentales qui garantissent aux citoyens camerounais, n'est-ce pas, de pouvoir se faire soigner quand c'est nécessaire. Par exemple, et sur le système judiciaire, je l'ai dit, nous sommes une république. On ne peut pas donc se payer le luxe d'avoir deux systèmes judiciaires. La common law dans la partie anglophone ou d'expression anglaise et la civil law dans la partie francophone. Non, on est une république. Je comprends bien qu'il y a eu le passage de deux grandes puissances occidentales, impérialistes, la Grande-Bretagne et la France, pour ne pas les citer, mais on n'est pas obligé de subir tous les côtés négatifs, toutes les conséquences négatives, n'est-ce pas, de ces deux puissances impérialistes. Nous devons nous réapproprier notre destin, à savoir redevenir une vraie et grande république, avoir un seul système éducatif, avoir un seul système judiciaire. Et c'est faisable. Et tout ceci passe aussi, l'une des propositions de APA, ça passe aussi par l'affirmation d'une identité nationale qui serait incarnée par la langue nationale. Ça peut être une langue d'origine camerounaise comme une langue d'origine africaine, tout simplement, en dehors du Cameroun. Donc, c'est ça un peu les éléments que APA met en avant. Ce n'est pas simplement de se dire, voilà, tel parti politique est en train de mourir à petit feu, et puis je me gargarise. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça la politique. Ou alors c'est la politique avec un petit P. Moi, je fais de la politique avec un grand P. Alors, vous dites qu'il faut moraliser l'opposition. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pensez-vous, dans un futur peut-être lointain, être sujet à cette moralisation aussi? Oui, je pense que les hommes politiques ont d'abord, pour ceux qui ont mis en place des partis politiques, ils doivent savoir que quand on rédige un projet de société, quand on rédige un programme économique, quand on rédige un programme politique tout court, on doit savoir que les Camerounais le lisent et qu'ils tiennent pour sérieux ces postures-là. Ça veut donc dire qu'une fois au pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, vous êtes tenu, n'est-ce pas, à mettre en œuvre cette politique-là. Et même dans l'opposition, il faut, n'est-ce pas, respecter le canevas que vous avez tracé. C'est-à-dire que si vous êtes un parti d'obédience progressiste ou socialiste, que vous avez mis l'homme au cœur de votre action politique, ben il va falloir qu'effectivement, vous le démontriez non seulement par vos discours, mais également par les actes sur le terrain. Donc on a envie des hommes politiques et des femmes politiques crédibles, intègres. Et c'est parce que cette manière de faire les choses n'a pas fonctionné que vous voyez aujourd'hui APA apparaître. APA répond à ce besoin-là de probité, d'intégrité et de responsabilité des partis politiques. Donc aujourd'hui, il faut être crédible. Pour être crédible, il ne faut pas poser les actes qu'on reproche aux autres. C'est le plus important. Loin de APA, parce qu'on a l'impression que vous êtes déjà en campagne électorale. Non, c'est pas vous avez été observateur lors de l'élection présidentielle tchadienne. Selon vous, élection juste et transparente? Nous sommes là, quand nous y sommes allés en tant qu'observateurs internationaux, électoraux, ce n'était pas pour avoir une opinion, c'était pour observer comment le processus électoral était appliqué. Sur ce point de vue, sous cet angle-là, je peux vous dire que le Tchad a respecté les canons d'un processus électoral tel que défini par les Nations Unies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les inscriptions avec un fichier électoral bien clair, affiché le jour du vote, c'était le cas. Il faut un élément qui dissuade les éventuels fraudeurs de venir voter une deuxième fois, voire plusieurs fois. Il y avait donc l'encre indélébile. Il faut naturellement une carte d'électeur, même si on sait que dans des pays comme Israël, avec une CNI, une carte nationale d'identité, on peut voter. Mais dans la plupart des pays qui ont signé des conventions, il faut une carte dédiée, c'est-à-dire une carte d'électeur. C'était le cas. Il faut bien sûr un isoloir et une urne transparente. Et le clou de tout, c'est qu'au moment où on assiste au dépouillement, que tout le monde qui souhaite soit présent. Tout ceci a été respecté. Je suis le témoin vivant. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé avant pour les candidatures.
Moi, je parle du processus électoral, tel que ça s'est déroulé le 11 avril en N'Djamena ou ailleurs dans le Tchad. Je rappelle qu'avant le 11 avril, il y avait le vote des militaires et des policiers. Nous étions dans les casernes. On a vérifié le même processus. Et je dirais même mieux, les militaires et les policiers ont stoppé le cours du vote pour répondre à nos questions. Vous voyez jusqu'où ils peuvent aller. Donc c'est pour dire qu'on a fait notre job qui était très clair. La mission était d'observer, de faire des rapports. Le reste ne nous concerne pas. Et ce qui m'a le plus bouleversé, bien sûr de manière positive, c'est que toutes les ONG qui étaient présentes ce jour-là étaient africaines. Parce que jusqu'alors, on voyait que les États européens venaient nous assister, soi-disant comme si on était des grands enfants. Donc tous les ONG qui supervisaient les élections au Tchad étaient africaines. Rien que pour ça, j'en étais fier. Et je crois que le Tchad aujourd'hui a montré aux yeux du monde, en tout cas le 11 et le 10 avril, qu'ils ont respecté le processus électoral. La Cour suprême du Tchad avait qualifié, sur 22 candidats, avait qualifié 10 candidats. Sur les 10 figuraient les 3 opposants historiques. Il ne faut pas dire qu'on les a éliminés. Ces 3 candidats ont choisi délibérément de retirer leur candidature de la course. Donc M. Déby, paix à son âme, le maréchal, avait 6 adversaires. Au lieu avait 6 adversaires, puisque les autres se sont retirés. Donc, ils ont continué à faire campagne pour le boycott. Ils n'ont pas été inquiétés. Ils n'ont pas été inquiétés. Malheureusement, le drame qui s'est passé, vous le savez, le président a été assassiné. Aujourd'hui, le Conseil militaire de transition essaie de faire en sorte que le pays soit déjà préservé sur le plan territorial. Ils ont bien dit que c'était pour 18 mois, on leur fait confiance pour l'instant. Et un gouvernement est d'ailleurs mis en place. Et au bout de 18 mois, il y aura donc les élections. Les Tchadiens choisiront. Justement à ce sujet-là, avant qu'on ne développe, décès du président, dissolution du gouvernement, dissolution de l'Assemblée nationale, mise en place du Conseil militaire de transition, est-ce que ceci ne vient pas un peu entacher tout ce que vous avez décrit de beau pendant l'élection? Non, je ne crois pas, parce qu'en vérité, il faut d'abord aller sur les fondamentaux. Que prévoit la constitution tchadienne, que j'ai un peu parcourue? La constitution tchadienne prévoit un intérim en cas d'empêchement, en cas de vacances, en cas de décès d'un président en exercice. Dans ce cas-là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui lui succède, en tout cas qui assure l'intérim. La constitution tchadienne, en revanche, n'a pas prévu le cas de l'assassinat d'un président concomitamment avec l'invasion du territoire par une troupe de rebelles. Là, il y a un vide juridique. Il y a un vide constitutionnel. On va appliquer quelle constitution dans ce cas d'espèce? On applique quel texte? Donc, quand votre vie est en danger, là on parle d'une nation, quand les rebelles, après l'assassinat de monsieur du maréchal Déby, disent qu'ils convergent vers N'Djamena, qui n'ont pas renoncé, qui vont dissoudre l'Assemblée, qui vont dissoudre toutes les institutions, vous croyez quoi? Quelle est l'urgence? Quand votre maison prend feu, est-ce que vous allez porter plainte en priorité? Vous cherchez à éteindre le feu. Parce que vous ne voulez pas seulement préserver votre maison, vous voulez aussi préserver celle du voisin, si vous avez des voisins. Là, quelle était l'urgence au Tchad? C'était de mettre des rebelles hors d'état de nuire. Quand des terroristes vous envahissent, vous avez une option qui me semble être prioritaire. C'est de préserver l'existence de la nation, de la patrie. Alors, si vous choisissez de préserver le texte et que les hommes sont tués ou que la démocratie sera confisquée, mais ces textes aura vocation à gouverner qui? Des cadavres? Non! Vous allez d'abord préserver l'existence de la cité. Une fois qu'ils sont neutralisés, le cours normal de la politique reprend ses droits. Je dis qu'en l'occurrence, 18 mois, c'est un délai qu'ils ont fixé. Et aujourd'hui, ils sont en train de réussir parce qu'en vérité, les rebelles sont, je ne dirais pas totalement, sont bien neutralisés, en tout cas. Et donc, le président d'ailleurs de l'Assemblée nationale a choisi de laisser, entre guillemets, sa fonction d'intérimaire au Conseil militaire
de transition eu égard à la situation extraordinaire du Tchad. On ne peut pas être, je veux dire, théoricien, académiste, dans l'abstrait. Il y a une réalité qui est le territoire. Le territoire est attaqué. La Constitution n'a pas prévu le cas d'attaque et d'assassinat du président en exercice. Ça n'a pas prévu cela. Eh bien, dans ce cas-là, il faut trouver une solution. Écoutez, si par exemple, moi je suis automobiliste, par exemple, quand je prends ma voiture, j'ai la priorité sur un axe. Mais si je vois devant moi un fou furieux qui fonce sur moi, je n'ai pas dit j'ai la priorité, je vais à la mort. Non, je fais tout pour préserver ma vie, quitte à grimper sur des gradins ou sur des parapets. Il est important de savoir où est l'essentiel. L'essentiel pour le Tchad, c'était de préserver l'intégrité de la nation. Je crois que c'est en passe d'être réussi, et c'est tant mieux. Donc, le Conseil militaire de transition a un délai, c'est 18 mois, on attend de voir, et à ce moment-là, eh bien, la politique reprendra ses droits le plus normalement possible. Alors, sur le plan sécuritaire, Idriss Déby est mort. Lorsqu'on connaît son implication dans la lutte contre Boko Haram, y a-t-il à craindre pour le Cameroun? Mais écoutez, je pense que nous sommes toujours dans l'orbite de certaines puissances impérialistes qui pensent que l'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone, doit demeurer leur précaré. Et pas seulement francophone, disons toute l'Afrique, doit demeurer leur terrain de jeu, quoi, et leur terrain d'exploitation. Et je crois que pour le cas de l'Afrique centrale, à travers tous ces petits, ces pays en tout cas moyens d'Afrique centrale, c'est le Cameroun qui est visé. Et c'est pour ça que j'ai dit que les Camerounais ont tout à fait raison de s'intéresser à ce qui se passe au Tchad. Parce qu'en vérité, c'est un pays frère et voisin. On ne peut pas être indifférent à ce qui arrive au Tchad. Je considère donc qu'il faut faire très attention. Je me réjouis au passage qu'il y ait une coopération militaire certaine entre nos deux pays. Je pense donc qu'il faut être vigilant. Nous avons des militaires qu'il faut saluer parce qu'ils ont répondu toujours présent de manière la plus vaillante, de la plus brillante à toutes les attaques que nous avons subies, que ce soit la frontière avec la Centrafrique, que ce soit au niveau de l'extrême nord avec Boko Haram, et que ce soit dans la guerre du Nozo. Moi j'ai envie ici de rendre hommage à nos vaillants militaires, parce que ils ont fait le job pour lequel ils étaient missionnés. Ça veut dire servir la République, et non pas un homme. Bien sûr, il y a le chef des armées, qui est l'incarnation de, de notre force militaire, mais il y a d'abord le fait que l'armée, elle est républicaine. Elle est là pour servir la République. Et tous nos soldats qui meurent sur le champ de bataille, je pense qu'on ne leur a pas suffisamment rendu hommage. C'est des familles qui délaissent. C'est des orphelins, n'est-ce pas? C'est une vie qui s'en va. Donc je dis et je redis que le soin que nous devons prendre, c'est d'abord de travailler au niveau des frontières, de sécuriser nos frontières et de coopérer avec les États voisins. C'est très important. Ils peuvent passer par n'importe où. Regardez par exemple dans le cas de l'assassinat du maréchal Déby. Les rebelles qui étaient positionnés en Libye, même pas au Tibesti, carrément en Libye, ils sont passés par le Niger. Hein? Ils sont entrés par Mao, qui est la ville frontalière avec le Niger, dans le Kanem, pour commencer leur sale besogne dans le désert tchadien, au Sahara tchadien. Or, si les frontières étaient suffisamment, pas verrouillées, mais en tout cas surveillées à ce moment-là, je crois que les rebelles n'auraient même pas eu le temps de pénétrer dans le territoire tchadien. Donc moi je dis aussi, pour ce qui nous concerne le Cameroun, il faut naturellement qu'un accent soit mis pour renforcer la surveillance des frontières. Frontières Est, Nord, Ouest, peu importe. Il faut renforcer nos frontières à tout moment. Et l'exemple du Tchad nous montre qu'il faut être extrêmement prudent et vigilant à ce niveau-là. Alors certains géostratèges pensent que le maréchal était davantage un pyromane pompier. Partagez-vous aussi. Un petit peu? Pyromane pompier. Non, je ne crois pas parce que... alors, quelque part, je peux comprendre ce que vous dites parce que, en vérité, le Tchad était un pays partenaire de la France. En tout cas, pour les luttes contre les groupes djihadistes, par exemple au Nord Mali. Vous savez que là, le Tchad avait envoyé le contingent le plus important
comment dirais-je, dans l'opération Barkhane, au Nord Mali, plus de 2200 hommes. Le Tchad a offert le plus gros contingent. Et d'ailleurs, même le fils Mahamat Déby, qui aujourd'hui était le chef des forces armées tchadiennes dans le Nord Mali, qui l'a nettoyé. Si aujourd'hui, les djihadistes ont disparu, aujourd'hui au Nord Mali, et que l'unité de l'État malien a été restaurée, c'est bien grâce aux forces armées tchadiennes, entre autres. Donc le Tchad était un coéquipier important pour la France. D'ailleurs même, le dispositif Barkhane a pour siège N'Djamena. Et la France avait des bases militaires au Tchad. Donc, c'est un pays quasiment incontournable. À ce point de vue-là, Déby, maréchal défunt, a coopéré de manière loyale. Maintenant, c'était un homme politique avisé sur les rapports entre l'Afrique et ses anciennes colonies. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais perdu de vue que l'Afrique doit recouvrer toute sa souveraineté. Moi, j'ai assisté au dernier meeting du maréchal Déby, au stade de Mahamat en N'Djamena, où il a été extrêmement clair et, j'allais dire, pas rugueux, mais en tout cas assez transparent sur cette position vis-à-vis de la France. Il a dit, ces pays esclavagistes, ces pays qui nous pillent, il faut qu'ils comprennent que le destin de l'Afrique est désormais entre ses mains. Et que vous, les Tchadiens, en France, qui touchez le RMI c'est une espèce de salaire pour les chômeurs en fin de droit. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai rappelé, parce qu'il oubliait le dernier sigle, I. Le I, ça veut dire insertion. Quand il a dit RMI, revenu minimum, j'ai dit d'insertion. Donc il a repris, j'étais devant lui. Donc, il a dit la vérité à la France. Alors, est-ce que c'est ça qui lui a coûté la vie? Je ne suis pas certain à 100%, mais je pense qu'il y a un lien entre ses positions vis-à-vis de la France, qui n'a qu'une idée en tête, c'est de s'approprier l'Afrique, n'est-ce pas, et son assassinat. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, et quand vous rajoutez cela à son discours sur TV5 en 2017, vous comprenez donc que vraiment, je crois que la France, qui veut des présidents dociles et soumis, ne trouvait pas en M. Idriss Déby un chef d'État très coopérant, même s'il était pleinement dans la force, dans la coopération militaire en Afrique subsaharienne, tout simplement. Alors, un émissaire tchadien a dernièrement été reçu par le président de la République. Selon vous, quel rôle peut jouer le président Paul Biya aujourd'hui dans la situation tchadienne? Mais le Cameroun joue un très grand rôle. C'est quand même le plus grand pays d'Afrique centrale. C'est le plus grand pays sous-régional. Beaucoup viennent lui demander des conseils. Et c'est tout à fait légitime d'ailleurs, parce qu'en vérité, les petits bleus doivent s'enquérir de l'expérience du grand voisin. Et c'est tout à fait normal. Donc le Cameroun a une armée qui est solide, une armée qui est efficace. Personne ne doute de la puissance du BIR. Justement, il y a un tweet attribué au président Mahamat qui remercie le BIR, oui, l'armée camerounaise, et absolument, qui considère le président Paul Biya comme son père. D'où ma question. Quel rôle peut jouer le président Paul Biya dans la situation tchadienne? Mais le rôle, pas seulement de simple conseil, le rôle de coopérer sur le plan militaire, et tout à l'heure nous l'avons rappelé ensemble, que le BIR était une armée d'élite, n'est-ce pas, camerounaise, qui fait la fierté pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique. Donc, la coopération militaire entre le Cameroun et le Tchad peut jouer à ce niveau-là. Ça veut dire que, d'ailleurs même on l'a démontré pour la lutte contre Boko Haram, qui a été très très profondément résorbée, il faut bien le dire. On n'est plus dans les années 2014, 2015, où Boko Haram agissait avec pignon sur rue. Aujourd'hui, grâce au BIR, et grâce par ailleurs aussi, il ne faut pas le nier, à la coopération militaire tchadienne, le Cameroun, l'armée camerounaise, a su faire face à ces terroristes. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de rendre hommage à cette armée qui coopère. Et là aussi, c'est un motif de fierté avec son voisin tchadien, comme nous devons coopérer avec d'autres pays voisins. Il s'agit de la sécurité de notre sous-région. C'est important. On a signé de nombreuses conventions. Il faut maintenant les appliquer. En tout cas, je suis fier de l'armée camerounaise. Je le dis haut et fort. Je suis fier d'être Camerounais. D'abord, chez nous, le slogan est simple. La patrie d'abord. La tribu après, si on veut. Mais la patrie d'abord. Donc, si on ne sait pas honorer son armée,
Donc on n'est pas un Camerounais digne de foi. Il faut savoir qu'il y a une distinction à faire entre nos opinions politiques, qui est tout à fait admis. Vous avez même le droit de critiquer le gouvernement, je l'ai fait, je le fais toujours quand c'est nécessaire. Mais j'ai le devoir de soutenir l'armée nationale et républicaine, parce que c'est l'armée de mon pays. C'est pour ça d'ailleurs, et j'embraye un peu sur la question qu'on n'avait pas posée, sur le NOZO. Le NOZO, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui croient en le fantasme d'un séparatisme. Ça n'existe pas. Et l'armée fait le travail nécessaire. Il faut nettoyer. Non pas les anglophones, ça va de soi. Mais il faut nettoyer tous les terroristes qui viennent souvent du Nigeria, qui veulent foutre le bordel dans notre pays. Il faut leur dire que ça ne marchera pas. La sécession n'est pas une option. Et je me réjouis que nos amis, nos frères d'expression anglaise, n'est-ce pas, l'aient compris et mettent maintenant dans les quartiers des comités de vigilance, en coopération avec l'armée, pour faire dire que c'est notre pays et nous mettrons hors d'état de nuire tous les ambazoniens qui veulent déstabiliser notre pays. C'est notre pays à tous. Nous ne sommes ni anglophones ni francophones, nous sommes camerounais. Du nord au sud. À Bamenda, je suis chez moi. À Manf, je suis chez moi. À Douala, je suis chez moi. Et c'est pour ça que mes frères anglophones doivent être fiers du travail qu'ils font, parce qu'ils ont compris que leur ennemi, ce sont ces ambazoniens, qui les empêchent de vivre leur vie citoyenne normale. Merci Célestin Djamel. Moi qui vous remercie. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.